Alors dans les 15 jours qui restent avant le second tour, je veux dire à tous les Français qui ont peur de l'avenir, qui se sentent fragiles, vulnérables, qui trouvent la vie de plus en plus lourde, de plus en plus dure, je veux dire à tous ces Français que je veux les protéger. Je veux les protéger. Ce sont des mots qu'on a beaucoup entendus ces derniers temps dans la bouche de Nicolas Sarkozy. Sauf que ceux qu'on vient d'écouter ne datent pas de 2012, mais de 2007. Alors, les thèmes et la rhétorique de 2007 fonctionnent-ils encore en 2012? Comment les discours des finalistes ont-ils évolué au fil de la campagne et avec quels effets sur leurs scores respectifs? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, François Hollande et Nicolas Sarkozy, je les cite par ordre alphabétique. Avec nous, 4 invités. Jean-Louis Missika, sociologue, adjoint au maire de Paris et membre de l'équipe de campagne de François Hollande. Julien Volpré, directeur général du cabinet de conseil Tadeo et ex-conseiller opinion de Nicolas Sarkozy. Vous y êtes resté jusqu'en 2011. Denis Pingot, spécialiste de la communication et de l'opinion pour mettre en perspective les discours des deux candidats. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par revenir justement sur ces similitudes entre 2007 et 2012, des similitudes avec parfois quelque chose en plus. Par exemple, en 2007, on parlait du travail, et bien, dans cet entre-deux tours, on parle du vrai travail. On écoute. Alors on me dit, mais qu'est-ce que c'est le vrai travail? Je vais vous expliquer ce que c'est que le vrai travail. C'est celui qui a construit toute sa vie sans demander rien à personne. Qui s'est levé très tôt le matin, couché très tard le soir, qui ne demande aucune félicitation, aucune décoration, rien. C'est celui qui a commencé tout en bas, qui s'est hissé le plus haut possible et qui se dit « Je veux que mes enfants puissent vivre mieux que moi et commencer plus haut que moi ». Le vrai travail, c'est celui qui se dit « Oh, j'ai pas un gros patrimoine ». Mais le patrimoine que j'ai, j'y tiens, parce qu'il représente tellement de sueur, tellement de milliers d'heures de mon travail, tellement de peine, tellement de sacrifices, tellement de souffrances. Ce patrimoine-là, on me ne le volera pas, parce que c'est le mien, c'est celui de ma famille. J'ai trimé pour ce patrimoine-là, et j'ai pas l'intention de m'excuser d'avoir construit cette vie. C'est ça, le vrai travail. Et puis alors, je ne sais pas si vous y avez fait attention, parce que c'était sous les applaudissements, mais maintenant, ce n'est plus la France qui se lève tôt, comme en 2007, mais c'est la France qui... Il s'est levé très tôt le matin, couché très tard le soir. Voilà, donc travail en 2007, vrai travail, elle se lève tôt en 2007, elle se lève très tôt aujourd'hui. Alors Denis Bertrand, question, comment qualifiez-vous l'évolution du discours de Nicolas Sarkozy entre 2007 et aujourd'hui? C'est la même chose ou c'est pas tout à fait la même chose, du moins sur ces thèmes en particulier? C'est une intensification manifeste qui conduit vers un pic, qu'on pourrait même qualifier peut-être de pic de violence. De violence? Je le dirais, le vrai travail, c'est violent. Non, je dirais de violence, pourquoi? Parce qu'on a à tous les étages du sens une véritable intensification qui va aux limites du discours. On a un récit qui est celui du travailleur, un récit à la première personne. Oui, vous avez remarqué, il y a un lapsus. Le vrai travail, c'est, et puis il parle du cadre des personnes. Voilà. Il prend un discours à la première personne et il y a un lapsus tout à fait intéressant. On me ne le volera pas. Et alors c'est quoi ce lapsus? Ce lapsus est intéressant parce qu'au lieu de dire on ne me le volera pas, il dit on me ne le volera pas. C'est-à-dire qu'il met le me en premier. Et il pose le sujet personnel qui fait irruption comme par effraction sur le devant de sa parole. Et alors sur le vrai travail, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment dans cet entre-deux tours, c'est le thème le vrai travail. Alors juste pour le vrai travail, c'est quoi la différence entre... Évidemment, le vrai travail présuppose très logiquement le faux travail. D'accord, c'est vrai par opposition au faux. Ça fait surgir le faux, c'est-à-dire ça produit un effet de séparation, d'opposition tranchée, de clivage violent, puisque c'est un clivage radical entre le vrai et le faux. D'accord.
D'accord. Alors, Julien Volpré, vous justement qui aviez suivi de très près pour le coup la campagne de 2007, quand vous réécoutez ça, est-ce que ça vous fait la même impression qu'à Denis Bertrand? Vous vous dites aussi, c'est plus violent? Bon, le thème du travail est a été un thème tout à fait central de la campagne de 2007. Ouais, mais avec une intensification. Oui, enfin avec une intensification, avec un renouvellement dans les mots, avec quand même, ça refait partie du corpus et des valeurs qui sont mises en avant par Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Toute une série de thèmes sont quand même sont assez identiques à la campagne de 2007 sur les valeurs sont les mêmes. Ça a été à la fois, à mon avis, une analyse de la part du président sur le fait que les Français avaient quand même des attentes encore très fortes concernant ces valeurs-là, donc ça correspond à quelque chose qu'il ressent du pays, qui est à mon avis assez juste, et puis ensuite il renouvelle les mots. Alors on dit violence, bon voilà, le vrai travail c'est surtout par rapport à l'opposition au statut, c'est la volonté de créer un clivage. Ah, c'est ceux qui ne sont pas sur c'est le clivage entre le statut et le travail. Voilà, c'est à mon avis l'idée de dire qu'on est dans une société, encore en France, avec beaucoup de statuts, et donc voilà, ce statut très protecteur arrive au bout. Le modèle social est quand même en cause aujourd'hui. Pour pouvoir le protéger, il doit se renouveler. Que faisons-nous de ces statuts? C'est la question qui est posée là. D'accord. Alors, sur spécialiste de l'opinion et de la communication, donc on voit bien, alors on dit il y a une intention, dites-vous, il y a une perception qui est peut-être pas tout à fait la même. Pour vous, l'évolution de ce discours, ça correspond à une évolution de l'opinion, à une évolution de Nicolas Sarkozy? Ça correspond à une évolution de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on est dans une campagne aujourd'hui où le thème du travail revient, mais il surgit dans une... là, après le premier tour, finalement. Il surgit dans une logique qui est celle de Nicolas Sarkozy. On verra si elle marche ou si elle ne marche pas, mais qui est fondamentalement une logique de division et d'opposition, avec une stratégie politique qui est claire, qui est de s'adresser plutôt à un électorat qui est un électorat sur sa droite qu'un électorat centriste. Le vrai travail, ça parle à sa droite, quoi. Moi, ce qui me frappe beaucoup, le vrai travail, ça veut dire le faux travail. Le faux travail, c'est les fonctionnaires, ce sont les chômeurs assistés. Non, mais il dit le statut. Le statut, les fonctionnaires, c'est le statut. Mais ce qui est très important. Ce qui est très important. C'est aussi le CDI. Oui, mais ce qui est très important, justement, et moi, ce qui me frappe dans ce que dit Sarkozy, c'est une vision totalement arriériste du travail, car le travail, c'est l'émancipation, précisément. Le travail, ce n'est pas l'obscurité, comme il le décrit, c'est-à-dire le fait qu'on dit rien, on fait son petit travail dans son coin, on ne demande rien à personne. Parce que là, il décrit le travail historiquement, le travail, historiquement, c'est un processus d'émancipation. Le droit au travail, le droit à négocier sa force de travail manuelle ou intellectuelle, le droit de négocier, de revendiquer des droits, de participer à la cogestion d'une entreprise, d'une coopérative, c'est une forme d'émancipation. Le droit de travail des femmes, c'est une émancipation. Donc le travail, ce n'est pas du tout la vision qu'on donne ou qu'on veut en donner pour des raisons de communication Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire l'idée qu'il veut en gros se mettre de son côté les gens qui sont un peu paumés, peu affiliés à des logiques partidaires, un peu désespérés, un peu ce qu'on appellerait dans le langage courant les petites gens. Hein, voilà. En fait, il transpose ce désespoir qui sont dans la société sur la question du travail. Et effectivement, tout le travail devient souffrance. Mais c'est vrai que c'est intéressant. On se demande pourquoi d'ailleurs. Je pense qu'il y avait une explication. Jean-Louis Missica, puis Julien Volpré pour finir, puis on va passer à la suite. Je pense que là, déjà, il y a un premier point, c'est qu'il se sent obligé de traiter la question du travail. Et l'angle qu'il a choisi est très étrange, parce que normalement, le travail s'oppose au chômage. Et donc la question clé qui se pose à ce pays dans cette campagne, c'est la création d'emplois. Là, c'est autre chose. On décrit en quelque sorte une France clivée, une France qui s'oppose entre le vrai et le faux travail. On ne parle pas de ceux qui n'en ont pas. Je pense qu'il essaye de parler aux électeurs du Front National avec cette rhétorique. Est-ce qu'il est vraiment en phase avec ses électeurs? Je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup aux électeurs du Front National. Un petit mot, Julien Volpré, pour conclure, notamment sur cette question de la souffrance. Parce que c'est vrai qu'on a senti dans l'extrait qu'on a entendu vraiment travailler, c'est souffrir, quoi. C'est pas positif, c'est pas la valeur travail en positif comme on a vu en 2007. Le travail, dans cet imaginaire-là, dans ces vocabulaires-là, c'est le labeur. C'est vraiment, c'est aller chercher. C'est voilà. Donc voilà, c'est le labeur et c'est le fruit du travail. Je pense qu'il y a dans les extraits que vous avez choisis, il y a un mélange de rhétorique en réalité entre le champ sémantique qui est utilisé autour du travail et les mots que utilise le président quand il parle des droits de succession, sur le fruit de son travail, etc. En réalité, c'est très très proche. Les deux sont un petit peu dans ces discours. Sur est-ce que ça parle à tel ou tel électorat? Ça parle, le thème du travail parle en réalité à beaucoup d'électorats. Je veux dire, c'est la question.
Je crois que la lutte contre l'assistanat est un truc qui transcende, qui est vraiment très très transclivage. Je pense qu'il y a des choses qui sont, il y a des choses dans le discours du président qui sont plus à tel ou tel électorat. Mais je pense que la question du travail, pour le coup, il me semble, est quelque chose d'assez qui regroupe l'électorat centriste est très sensible à ça. Une partie de l'électorat de gauche est très sensible à cette question-là, de la lutte contre les fraudes, etc. D'accord. Après, il y a Donc vous l'intensité dites qu'on y même met. si, voilà, même si c'est le vrai travail, quand même, il parle, enfin du moins dites-vous, à tout le monde. Alors on a parlé des électeurs de Marine Le Pen, hein, évidemment, c'est un enjeu de cet entre-deux tours. Ça se joue évidemment sur le thème de l'immigration également. Alors concernant l'avant-premier tour, hein, il y a un grand débat. Est-ce que Nicolas Sarkozy a trop parlé de l'immigration, a fait monter Marine Le Pen, disent certains, ou alors au contraire, est-ce qu'il a bien fait d'en parler, sinon il aurait fait un moins bon score? On ne va pas trancher la question ici, mais en tout cas en réécoutant certains discours de Nicolas Sarkozy, notamment son grand discours prononcé à Bordeaux sur le thème de la sécurité et de l'immigration, eh bien on s'est rendu compte qu'il avait quand même voulu manier les nuances. On réécoute un extrait, hein. Écoutez bien, c'était avant le premier tour et puis on commente après. Elle est accueillante, elle est généreuse, mais la République ne peut accueillir dignement que si elle n'est pas submergée par une immigration incontrôlée qui dépasserait toutes ses capacités d'intégration et d'assimilation. Je vais parler de l'immigration en quelques mots, et je vais vous dire des choses comme je les pense, en liberté et en sincérité. L'immigration est un atout. L'immigration est une richesse. Mais pourquoi ne pas reconnaître que l'immigration peut être aussi un problème? Pourquoi mentir? Pourquoi ne pas avoir le courage d'employer les mots? Je sais bien que pour les uns, dire l'immigration est un atout, c'est choquant. Eh bien, c'est ce que je pense. Et pour les autres, dire l'immigration peut être un problème, c'est choquant. Eh bien, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut contrôler l'immigration pour qu'elle soit compatible avec nos capacités d'accueil. Je veux dire, pour que les choses soient bien claires, que ceux qui viennent avec l'intention de ne pas respecter nos lois, de ne pas respecter nos mœurs, de ne pas respecter la propriété d'autrui, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, qui ne sont pas disposés à faire un effort sérieux, ni d'intégration, ni d'assimilation, je veux le dire, ceux-là ne sont pas les bienvenus sur le territoire de la République française. Voilà, et juste après, dans ce discours, il proposait le fameux référendum sur l'immigration que tout le monde a retenu. Alors la question, c'est était-ce l'objectif qu'on retienne cet aspect du discours? Mais dans ce cas, pourquoi toutes ces précautions oratoires, hein, sur l'immigration est un atout qui ont pu peut-être brouiller le message? Ou alors, est-ce qu'il est passé sur ce thème à l'époque pour plus droitier qu'il ne voulait l'être réellement? Julien Volpré, qu'en pensez-vous? Parce qu'on voit bien que là, il manie les deux. Il m'a dit les deux sur l'immigration. Il a eu, là aussi, moi, je trouve ça en réalité assez constant avec 2007, même si les résultats sont différents. C'est-à-dire qu'il y a la thématique du droit et des devoirs, qui en réalité est sous-jacente à cette question-là. L'idée qui consiste à dire que parce qu'on parle d'immigration, on fait monter Marine Le Pen, je pense que c'est vraiment un truc tout à fait faux. Je veux dire, Jacques Chirac et Lionel Jospin n'ont pas parlé d'immigration pendant les années 90. On s'est retrouvé avec Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2002. Donc le fait de ne pas parler de ce sujet ne le fait pas monter. Ensuite, ce qui est différent par rapport à 2007 aujourd'hui, c'est que même si le président parle d'immigration depuis le début de la campagne de manière régulière, il en a parlé pendant le mandat, il y a une action qui a été menée, et donc il y a un jugement des électeurs qui se porte sur cette action. Et donc du coup, il y a peut-être sur certains sujets le sentiment une perception différente. Une perception différente, des sentiments que Marine Le Pen, comme outsider, peut être plus apte à obtenir des résultats. Voilà. Oui, mais la question qu'on se pose, c'est quand on réécoute ça, c'est qu'on se dit effectivement, et c'est ce qu'il faisait en 2007, on l'avait beaucoup souligné d'ailleurs déjà à l'époque, hein, où il disait effectivement, on avait l'impression qu'il voulait parler un peu à tout le monde dans le même discours, hein, c'est un atout, mais en même temps, pas seulement, etc. Donc il tenait effectivement les deux bouts à l'époque, c'est ce qu'il cherche à faire aujourd'hui, mais on se demande finalement pourquoi continuer à le faire à ce point-là aujourd'hui. Pratiquement pas, écoutez. Bah là, on vient d'écouter un extrait. Oui, bah justement. C'est une fausse symétrie. Enfin, d'accord. Les atouts ne sont pas développés. C'est purement rhétorique. C'est purement rhétorique. Non, mais c'est intéressant. Non, mais je veux dire, quand on veut marquer un équilibre comme ça, on argumente sur les atouts. Vous direz, il commence par les atouts, puis après, pour ne finir. Mais il ne parle pas du tout des atouts. Il ne parle que du problème. Non, pourquoi le dit-il alors?
Je pense que c'est une, je pense que c'est une pure, un pur élément rhétorique qui lui permet en quelque sorte de se distinguer du discours du Front National. Mais sinon, la différence est quasiment insignifiante. C'est une position plus médiane, tout simplement. Oui. Donc, oui. Il veut se placer dans ce que le sentiment. Alors nous, en écoutant cet extrait, effectivement, parce que tout le discours est décliné comme ça. Effectivement, il part de l'atout, puis après il arrive effectivement au fameux référendum sur l'immigration. Certes, en l'écoutant, on s'est dit effectivement, on a l'impression qu'il veut se mettre au centre, adopter une position centrale. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas je suis comme ceux qui pensent comme ci et je suis comme ceux qui pensent comme ça, mais il dit certains pensent comme ci, je suis pas comme eux, d'autres pensent comme ça, je suis pas comme eux. Et en fait, il cherche à se distinguer de tous. Et alors la question qu'on peut se poser, Denis Bertrand, c'est pourquoi fait-il ça? Est-ce que ça change quelque chose dans son discours, le fait de vouloir se distinguer et des uns et des autres ou pas? Oui, c'est-à-dire qu'il se place à distance. Une fois qu'il a bonne distance, il peut ensuite exploiter la d'épaule. Et ce qui est frappant, comme Jean-Louis le dit ici, ce qui est tout à fait frappant, c'est la disproportion que va prendre le discours sur le problème par rapport à l'absence du discours sur l'atout. Et sur le problème, et il faudrait même regarder de près la gradation, là encore, de l'intensité. Oui, le discours est long. Hein, de l'intensité sur le problème. C'est-à-dire que le problème devient lui-même un problème extrême, puisqu'on est ensuite que dans la négation. D'accord. Mais alors pourquoi il se met, Julien Volpré, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui cherche souvent à faire, et à votre avis, en termes d'efficacité, justement, est-ce que c'est efficace, et si oui, comment et pourquoi, de se mettre comme ça à distance, de vouloir se positionner comme ça à distance de discours? Ça, c'est une manière qu'il a de s'exprimer depuis très longtemps. Oui, je sais, mais c'est vrai que c'est efficace, puisque mais est-ce que ça l'est encore aujourd'hui, finalement? Oui, ça, je pense qu'après, c'est moins efficace parce qu'il y a sa crédibilité propre, sa popularité, etc. Mais ça, c'est des éléments un peu différents. Sur la pure rhétorique, le fait de prendre, de répéter les avis des uns et des autres permet de se rendre quand même complètement audible auprès d'un auditoire large, en disant en fait il voit bien ce que pensent les gens, et puis après il développe son point de vue. Il pense pas comme eux. Donc ça c'est dans la construction d'un discours, je trouve ça plutôt assez convaincant. Il y a chez Sarkozy une volonté d'occuper le plus d'espace politique possible sur l'axe gauche-droite, que l'on a vu beaucoup à l'œuvre au moment de la campagne de 2007, alors qu'il a un peu moins fait cette fois-ci pour des raisons tactiques, mais on retrouve effectivement ça dans son expression, c'est-à-dire je ne suis pas positionné à droite, je suis capable de prendre des idées dans l'autre camp, ce qu'on appelle la triangulation dans le jargon. Oui, mais la triangulation en négatif, en ne pas. Oui, absolument, c'est une triangulation négative, c'est intéressant, effectivement. Il faudrait travailler ce concept de triangulation négative, ce qui veut dire qu'à la fin, on n'est plus nulle part. Ça, j'en sais rien, justement. Denis Pingot, comment tout ça est perçu, cette espèce de caractérisé comme ça, et on invente un concept de triangulation négative. Il est clair que ce discours est une figure rhétorique avec un discours qui s'adresse évidemment à l'électorat du Front National, puisque tout son développement, toute son argumentation est une argumentation qui est sur l'immigration est un problème et où il apporte une réponse en disant, en gros de manière polie, il faut limiter ou contrôler l'immigration. Moi je fais partie de ceux qui pensent que ce discours-là a des conséquences, et je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Julien Volpré, parce qu'en 2002, il ne faut pas oublier que si Jean-Marie Le Pen a fait le score aussi élevé, c'est parce que Jacques Chirac, à l'époque, a organisé son campagne sur le thème de la sécurité. C'est pas l'immigration, mais c'est la sécurité. Sa campagne, et puis le débat médiatique, voilà. peut-être. Et 3 semaines de campagne. Non, mais depuis la sécurité, c'était à partir du 14 juillet. Sont pas le résultat de 3 semaines 14 juillet 2001, lancement. Mais ce que je crois très important pour comprendre ce qui se passe en termes d'opinion, c'est que quand vous faites une campagne en visant un électorat, en l'occurrence Nicolas Sarkozy visant l'électorat du Front National, vous pouvez éventuellement, dans certains cas, convaincre, et c'est ce qui s'est passé en 2007, avec une campagne plutôt réussie de ce point de vue-là, et Nicolas Sarkozy avait raison de dire « j'ai réussi à limiter le Front National ». Comme on dit, mais pour que ça marche, on joue avec le feu, c'est-à-dire qu'on joue avec des arguments, avec des thématiques qui sont dangereuses. Pour que ça marche, encore faut-il que l'électorat auquel on s'adresse croit, c'est la question fondamentale, à votre possibilité de victoire. Et donc, c'est pas par rapport au bilan, c'est par rapport au pronostic. Au bout d'un moment, quand on a un discours dans lequel on se reconnaît, soit on vote pour celui qui n'est pas forcément son préféré, mais on pense que ça va être le plus efficace et utile, soit on revient à celui qui défend le mieux ses idées, en l'occurrence c'est Marine Le Pen. Et c'est pour ça que c'est très dangereux de jouer avec ses idées, et c'est pour ça, moi je pense, que si Marine Le Pen fait ce score aussi élevé,
c'est en partie en raison d'une stratégie du président sortant qui, pour moi, est une mauvaise Alors, stratégie. on a dit qu'on ne ferait pas ce débat-là. Alors vous allez me dire, vous pensez que c'est pas... Hein, vous l'avez dit. Non, Vous l'avez dit, c'est vous pas du tout ça. Ça c'est. voilà, donc très bon, sincèrement, je pense vous que pensez, c'est pas vous n'êtes pas d'accord, on va pas refaire effectivement l'explication du vote ici. En tout cas, sur la rhétorique, c'était intéressant. Puis alors, pour terminer, alors on a vu quand même qu'il avait plus ou moins cherché à tenir les deux bouts, même si vous dites qu'il s'adressait plutôt à l'électorat de sa droite qu'à celui du centre dans l'extrait qu'on a vu. Il y a aussi eu le fameux débat sur la question de la viande halal. Thème arrivé dans la campagne à la faveur d'un reportage d'envoyé spécial sur France 2. Thème repris par Marine Le Pen, mais au départ, pas par Nicolas Sarkozy. Écoutez. Il y a 200 000 tonnes de viande qui sont consommées en Île-de-France. Et sur ces 200 000, il y en a 2,5% qui sont de la viande cachère et de la viande halal. 2,5%. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire une polémique de tout cela et de stigmatiser des gens qui travaillent dur, qui se donnent du mal, qui le font dans les meilleures conditions possibles? Il faut respecter les gens qui travaillent. Bref, c'est un non-sujet, du moins c'est ce qu'on comprend dans ce qu'il dit, et pourtant, quelques jours plus tard, il change d'avis. Écoutez pourquoi. Le premier sujet de préoccupation, de discussion des Français, je parle sous votre contrôle, c'est cette question de la viande halal. Alors faudrait-il ne laisser que ceux qui aboient s'exprimer sur ce sujet ? Voilà, donc on voit bien effectivement qu'il change de cap, puis après il va garder le... Voilà, c'est un sujet important jusqu'à la fin de la campagne. Alors question, c'est qu'est-ce qu'il fait là? Les spécialistes de l'opinion, est-ce qu'il se dit que finalement le thème est important ou est-ce qu'il se dit finalement que le thème est important pour lui? Je trouve que ces deux extraits sont vraiment très intéressants sur ce qu'ils nous disent de la façon qu'a Nicolas Sarkozy de faire campagne. D'abord parce qu'effectivement, il change d'avis extrêmement rapidement et ça ne lui pose aucun problème. En quelques jours, il explique pourquoi les gens en parlent. D'accord, oui, mais attendez. Après ça, le deuxième extrait, il dit sujet de préoccupation, sujet de discussion. Alors, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, le sondage auquel il fait référence portait sur les sujets de discussion. Et alors, je suis allé voir le sondage. Et ce qui est fascinant, c'est que le thème de la viande halal est en 9e position des sujets de conversation des Français et pas du tout en première position. Et alors selon vous, qu'est-ce qu'il a fait alors? Je ne sais pas. Alors peut-être que c'était un sondage privé, peut-être que c'était une enquête qui n'a pas été publiée, mais en tout cas, l'enquête IFOP sur les sujets de conversation des Français publiés par Paris Match ne donne pas du tout le thème de la viande halal. Bon. Et d'autre part, un sujet de convient par définition, n'est pas nécessaire. Pas un sujet de préoccupation. De préoccupation, pardon. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est une certaine... On voit là comment il a improvisé beaucoup dans cette campagne. On voit comment il s'est adapté, il a bougé, il a cherché. Plus qu'en 2007. Beaucoup plus qu'en 2007, avec une tendance à voir sur quoi on pouvait surfer. Et avec un succès plus ou moins mitigé. En l'occurrence, sur ce sujet-là, il y avait beaucoup d'erreurs quand même dans ce qu'il a dit. Oui, et puis c'est vrai que du coup, le thème a suscité après un certain rejet. Alors, effectivement, c'est intéressant sur le sondage, opinion, question de préoccupation, question de discussion. Julien Volpré, selon vous, qu'est-ce qu'il a fait là? Moi, je pense qu'il l'a dit, ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il... Oui, mais il dit sujet de discussion. Oui, mais moi, je pense que Nicolas Sarkozy a tout à fait dit, comme souvent, de toute façon, parce que ça, c'est un des mérites de sa personnalité, c'est qu'il est quand même un personnage assez transparent, où rapidement les choses sont dites. Donc, il dit pourquoi il en parle, et en revanche, je suis assez d'accord avec Jean-Louis Sica, voilà, c'est un sujet de conversation, donc qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que ça structure du vote de manière très importante? J'en suis moins sûr. Voilà, ça c'est voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu le problème de la campagne. On a eu beaucoup de sujets qui sont venus comme ça pendant quelques semaines, quelques jours, qui ont été chassés. Et je pense que parce qu'il justement, il n'y a pas eu quelque chose de très structuré. De toute façon, ce n'est jamais un thème qui structure. C'est plutôt une grille de lecture sur les choses. La question, effectivement, de nuancer son discours, de parler d'un thème et puis d'évoluer sur ce thème, eh bien, c'est aussi arrivé à François Hollande. Alors, on va commencer par la question de la finance, avec extrait fameux de son discours au Bourget, fameuse tirade. Je vous propose de réécouter un extrait. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu
Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mon adversaire, dit-il, pour ceux qui étaient en vacances à l'époque, je rappelle que cette phrase avait suscité une certaine polémique, notamment lorsque François Hollande a voulu la réinterpréter devant la presse anglaise, mais déjà auparavant, il l'avait nuancé lui-même dans plusieurs discours, un extrait à Toulon. J'ai dit que notre adversaire dans cette campagne n'avait pas de nom, pas de visage, ne présenterait pas sa candidature, ne serait donc pas élu, mais que néanmoins notre adversaire gouvernait. C'est le monde de la finance. Ce n'est pas la finance elle-même. C'est ce monde qui s'est créé, qui s'est affranchi de toute règle, de tout contrôle, de toute morale. Ce n'est pas la banque, c'est l'usage qui a été fait dans certaines banques de ce pouvoir qui, normalement, l'aurait dû les conduire à servir l'économie et qui n'a, en définitive, que servi la spéculation. Bref, on avait mal retenu. L'ennemi ou l'adversaire, ce n'est pas la finance, c'est le monde de la finance. Ce n'est pas la banque, c'est l'usage de la banque. Alors, Denis Bertrand, vous nous donnerez votre analyse là-dessus. Reste qu'au soir du premier tour, eh bien, pas la peine d'en dire beaucoup sur la finance pour qu'on comprenne de quoi il parle. C'est un acte de confiance dans le projet que j'ai présenté devant les Français pour redresser notre pays dans la justice, pour maîtriser la finance, pour retrouver la croissance et l'emploi. Et donc ça se termine sur maîtriser la finance, c'est plus sobre, dirons-nous. Mais c'est intéressant sur sa manière de nuancer, parce qu'en fait on voit bien que finalement il répète grosso modo la même chose, mais en explicitant. Et puis, comme si on l'avait mal compris, hein, l'adversaire c'est pas la finance, c'est le monde de la finance. Est-ce que c'est si différent que ça? Et comment analysez-vous l'évolution de son discours et les précisions qu'il apporte successivement? Je dirais le premier discours, celui du Bourget, lorsqu'il met en scène cet adversaire, est évidemment d'un point de vue rhétorique extrêmement efficace, parce qu'il utilise un procédé de suspense. L'ennemi invisible quand même, l'ennemi caché. L'ennemi est invisible, mais il n'est pas nommé. Il est partout. À la fois par le statut de l'ennemi comme invisible et le non nommé, mais qui va venir, il y a une cohérence qui crée ce suspense, et quand il arrive, c'est une révélation. Quand même, non, le danger. Et le deuxième discours, lui, apparaît comme un commentaire du premier. C'est-à-dire qu'il fait référence au premier discours et il le cite. Mais pour en dire quoi? Et pour le nuancer, en effet, pour découper dans ses objets les parties à retenir. C'est pas quand il avait dit le monde de la finance, mais maintenant c'est le monde, c'est pas la finance. Et qu'est-ce que c'est que le monde? Le monde de la finance, c'est quoi? C'est une extrapolation, une construction qui s'est faite sur un objet qui lui est incontestable, qui n'est pas un adversaire. La finance, c'est un peu compliqué parce que ça apparaît finalement comme un correctif, comme s'il dans son deuxième discours, il se mettait en retrait de la force du premier. Il y a quelque chose qui est à la fois, on voit bien le travail analytique qu'il veut proposer pour affiner, oui, mais en même temps, il y a une sorte de correctif et donc d'affaiblissement argumentatif. On a l'impression qu'il fait un peu marche arrière, même s'il ne le fait pas. Oui. Alors, ça relève quand même un peu on pourrait appeler vulgairement la technique de communication, c'est-à-dire. Mais alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous fait cette technique de communication? Elle consiste à se positionner à un moment donné. Autre élément structurant la campagne de François Hollande, assez logique, puisque c'est un candidat de gauche qui, en gros, désigné un adversaire qui est le monde de la finance dans toutes ses acceptions, de le faire de manière un peu raide et brutale Bourget, pour ensuite, évidemment, décliner cette thématique selon ses publics de manière différente. Mais sur le discours, vous dites que c'est la technique de communication et nuance, mais en même temps, il donne l'impression nuancée, sans le faire vraiment, puisqu'il se livre à une explication de texte. Alors, de choses, Jean-Louis Mussica, pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il se contente d'enrober, comme on dit, ou est-ce qu'il essaye de faire un peu marche arrière? Écoutez, d'abord, moi, ce qui me frappe, parce que quand on compare la rhétorique de Nicolas Sarkozy à celle de François Hollande, c'est que c'est à quel point elles sont opposées. C'est-à-dire que la rhétorique de Nicolas Sarkozy est une rhétorique de l'excès, même parfois du paroxysme, et c'est vrai que la rhétorique de François Hollande est plutôt une rhétorique de la nuance et du commentaire, c'est-à-dire que... Enfin, pas au Bourget, au Bourget, pour le coup, n'était pas dans la nuance. Il a nuancé après, mais bon. Oui, mais le Bourget était un acte fondateur, c'était un discours fondateur. Mais ce qui est intéressant quand vous regardez les discours de François Hollande, c'est de voir à quel point il fait effectivement de la citation de ses discours précédents, comme si l'ensemble de ses discours était un seul et même discours, et donc il a tendance effectivement
effectivement à citer. Laïcité pour amoindrir, atténuer ou parce qu'il pense qu'on l'a mal compris? Oui, je pense qu'on l'a mal compris. J'accepte bien volontiers le mot de correctif, hein, mais on voit bien que son souci, c'est de différencier, je dirais, la finance ordinaire, la finance responsable, la banque de dépôt, qui n'est absolument pas concernée par sa charge du budget. Ce qu'il n'avait pas forcément fait au début. Donc on peut se dire, il aurait peut-être pu le faire au début. Ou alors le coup de com', c'était de ne pas le faire au début, justement. Oui, enfin, vous savez comme moi ce que signifie la finance dans l'idéologie de gauche. Je sais pas, maintenant je découvre qu'il y a le monde de la finance en plus, voilà, donc c'est que de subtilité. Julien Volpré, donc votre analyse de ce discours, et puis c'est vrai que là on a l'impression, vous dites souvent que François Hollande reprend des thématiques ou la musique de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. Nicolas Sarkozy avait lui aussi d'ailleurs beaucoup critiqué le monde de la finance, ou du moins la finance, à Toulon d'ailleurs, en parlant de loi de la jungle. La finance, pour toute une grande partie de l'électorat, est quand même jugée comme étant totalement responsable de la crise. Je pense que François Hollande fait ce discours qui est, cet extrait d'ailleurs est un assez beau discours, enfin, je veux dire c'est assez habile, et ça fonctionne assez bien, à un moment très particulier de sa campagne, c'est-à-dire que c'est un acte fondateur, c'est aussi un moment où après 2 mois de sentiment de flottement, je ne sais pas s'il y a eu flottement, je n'y étais pas, mais en tout cas, il y a eu quand même les commentateurs disaient qu'il y avait quand même beaucoup de flottement, il y avait des doutes sur sa personnalité, sa capacité à faire preuve d'une certaine forme de pugnacité. Et donc il a choisi un ennemi encore plus facile, un adversaire encore plus facile, qu'il est fictif quand même, enfin à la fois réel et à la fois fictif dans le débat dans son combat, dans sa bataille d'aujourd'hui, pour quand même s'offrir une forme de radicalité. C'est quand même ça, c'est quand même un correctif d'image pour lui. Radicalité ce sujet. En janvier donc, mais radicalité qui va le nuancer. Et comme il va à Londres en effet quelques jours après, et puis qu'il y est allé un peu fort, volontairement et sciemment, il fait un petit correctif, bon, qui passe bien, parce qu'on le voit pas trop. Ça se voit pas trop, le monde de la finance. La finance, c'est un pas de retrait pour pas stigmatiser les gens qui travaillent dans la finance. Mais au fond, on a bien compris. Et puis, il y a eu... voilà, mais c'est quand même... Vous dites habile, quand même. Habile, en tout cas. Moi, je pense que ça permet de corriger un problème d'image pour je cette ne suis élection. pas un mou, etc., comme on avait pu le dire. Il y a un thème dont François Hollande nous avait beaucoup parlé au début de sa campagne. Ça devait être le thème central de sa campagne. Puis à l'arrivée, on s'est rendu compte qu'il avait un petit peu disparu, du moins quasiment disparu. Alors ce thème, eh bien, c'était celui de la jeunesse. Je vous propose de réécouter un extrait au moment où il en parlait encore beaucoup, fin 2011. J'ai choisi de mettre la jeunesse au cœur de mon projet présidentiel. Je ne m'adresse pas à vous, jeunes de France, par mode ou par calcul. J'ai trop de respect pour tous les âges de la vie. Ce n'est pas non plus parce que je crois que la jeunesse serait d'un bloc. Elle est traversée aussi de multiples inégalités. Mais parce que la jeunesse est au cœur de la cohésion sociale et nationale. Et parce qu'au moment où, avec beaucoup de lâcheté, nous transmettons aux générations futures nos dettes, voire même notre planète, eh bien, la jeunesse est pourtant notre seul capital. Sa réussite sera la nôtre. J'en fais donc la grande cause de cette élection. Il en a un petit peu parlé depuis, mais enfin, la grande cause de cette élection, le thème central de ma campagne, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça nous avait un petit peu échappé. Pourquoi a-t-il lâché, entre guillemets, ce thème en route? Je vais contester le fait qu'il ait lâché ce thème. Absolument, je pense vraiment. Je vais vous dire mon point de vue. Parce que là, franchement, on réécoute les émissions, on les réécoute. Dans l'équipe, certains avaient même oublié qu'il avait lancé ce thème. Non, écoutez, alors, dites-nous pourquoi. Quand vous écoutez les discours de François Hollande, vous vous rendez compte qu'il consacre au minimum un bon paquet de minutes au thème de la jeunesse, à ce thème qu'il considère comme central. Et qu'il le lie à toute une série de propositions qu'il a faites, notamment le contrat de génération, notamment l'investissement prioritaire dans l'éducation. Et vous vous rendez compte que ça structure également une bonne partie de ses engagements. Par exemple, au Bourget, il dit « Je ne veux être jugé que sur une seule chose. Oui. Est-ce que les jeunes... » Bourget, c'était en janvier. Oui, mais même, je vous assure. Mais écoutez, oui. Maintenant, il faut bien, laissez-moi terminer ma démonstration. Allez-y. Je vois l'ironie dans votre regard et dans votre sourire, mais laissez-moi terminer ma démonstration. Il y a ce qui se dit dans les discours
et il y a ce que les médias en reprennent. Et les médias, ça ne les intéresse pas du tout, ce sujet. Mais alors du tout. Et d'un certain point de vue, vous êtes extrêmement représentative de cette catégorie de journalistes. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un décalage assez classique dans une campagne électorale entre le temps que consacre le candidat dans ses discours de campagne à un thème et le temps que les médias y consacrent lorsqu'ils rendent compte de sa campagne. Du coup, si ce n'est pas repris par les médias, puisque vous dites il en parle, mais c'est pas repris par les médias, est-ce que c'était un si bon thème que ça? Est-ce que ça fait écho et est-ce que c'est un bon thème C'est là où il ne faut pas confondre les choses, encore une fois. L'opinion ne se détermine pas uniquement par la pression médiatique sur tel ou tel sujet, et notamment en période électorale. Vous pensez que l'opinion a retenu ce thème de la jeunesse? Mais oui, bien sûr, l'opinion, sur le fond, il y a une musique. On va vous faire réagir. Il y a une musique, mais bien sûr, il y a une musique sur le fond qui est associée à François Hollande, qui est en gros cette musique de changement de perspective. Mais chacun devant sa télé peut se faire son idée. Est-ce que j'avais retenu effectivement qu'il y avait ce thème? Qui ne va pas forcément être le déterminant au moment du vote, mais qui va rester et qui structure aussi l'opinion. Il faut pas croire que... On dit que les électeurs sont changeants aujourd'hui, mais ce ne sont pas des mouches vibrionnantes qui vont se décider en fonction de la dernière déclaration, petite phrase de tel ou tel candidat. Ce sont des processus complexes, la formation de l'opinion c'est complexe, et pourquoi à tel moment on va choisir tel candidat ou choisir tel autre? Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Évidemment, la campagne joue un rôle, mais il y a des éléments structurants qui ont été construits. Donc ça reste un élément structurant. Ah oui, bien sûr. Julien Volpré, sur ce thème des jeunes, vous avez retenu que c'était un thème central de sa campagne? Non, ce n'est pas un thème central de sa campagne. Il en parle beaucoup, depuis le début, de manière tout à fait régulière, mais ça ne s'est pas imposé. Ça ne s'est absolument pas imposé. Et pourquoi à cause des journalistes, dit Jean-Louis Missika. Je pense que ce n'est pas du tout à cause des journalistes, vraiment pas. Je pense que ça ne s'est absolument pas imposé parce que une campagne présidentielle voit un thème s'imposer quand il est ancré dans un diagnostic très profond. Et c'est la fracture sociale en 95, en 2002 il n'y en a pas, on peut pas dire qu'il y en ait, la sécurité est un thème qu'on met en avant, mais c'est pas ça. En 2007, il y a la crise du travail, qui est une crise morale, etc. Et pourquoi ça fonctionne? C'est pas parce qu'on dit le travail prums, c'est parce que en réalité tous les problèmes de la société sont lus à travers ça. Et je pense qu'il a manqué à François Hollande, ce qui a manqué à cette campagne d'ailleurs, et ce qui a beaucoup manqué à la campagne d'une manière générale, parce que même la question de la dette n'a pas été problématisée d'une manière puissante, et ce qui a fait que la jeunesse, à la fois il en parle tout le temps et à la fois c'est pas le cœur du réacteur, c'est parce que ça n'a pas été problématisé, il n'y a pas eu de relecture, mais une relecture, je veux dire, de nouvelle analyse à travers ce prisme-là qui aurait été capable de structurer les choses. Dernier thème très important, vous avez parlé de la dette, il y a évidemment la crise qui a été en toile de fond dans toute cette campagne. Au début, François Hollande en a parlé en ces termes, c'était au tout début de sa campagne, lors des primaires. Jamais sûrement la gauche n'a préparé une échéance dans une situation qui cumule 4 phénomènes aussi préoccupants. D'abord, la crise financière. Et au mois de juin 2012, la victoire étant obtenue, nous aurons essentiellement les conséquences des choix qui ont été pris avant nous. Donc il va falloir appréhender une croissance ralentie en 2012. À l'époque, il veut se démarquer évidemment de Martine Aubry, censé incarner une ligne plus dépensière. On est au moment de la primaire. En même temps, il veut aussi mettre le paquet sur l'éducation avec les fameux 60 000 postes. Mais en même temps, il ne veut pas augmenter le nombre de fonctionnaires. Donc on voit bien que là aussi, c'est pas facile de tenir les deux bouts. Et dans une émission de télévision beaucoup plus récente, eh bien, ça donne ça. Sur les effectifs de la fonction publique, puisque vous interrogez souvent, nous les stabiliserons, les effectifs de la fonction publique. Et donc, nous permettrons, là encore, qu'il y ait des économies dans le moyen terme. Simplement, François Hollande, sur les dépenses... Sur les effectifs de la fonction publique, puisque vous citez ce point-là, ils vont augmenter dans l'éducation nationale, on l'a bien compris, ils vont augmenter un peu dans la sécurité. Oui, dans la justice. Dans la justice. Donc ils vont diminuer ailleurs, mais vous ne dites jamais clairement où. Est-ce qu'on peut citer les secteurs? Mais je vais vous le dire. La culture, les inspecteurs des impôts. Laissez-moi vous répondre, avant de citer des professions. Allez-y. Il y a déjà une diminution qui est prévue d'effectifs. Dans la loi de programmation militaire, il y a 50 000, c'est pas moi qui en ai décidé, c'est la loi de programmation militaire.
Ensuite, il y aura effectivement des secteurs de notre administration où il n'y aura pas de remplacement de tous les fonctionnaires partant à la retraite. Quand j'ai dit que l'éducation, la justice, la sécurité, la gendarmerie seront préservées, vous dites que toutes les autres administrations auront un effort à faire. Par exemple, l'administration des impôts. Par exemple, l'administration des finances. Mais ne polarisons pas. Toutes les autres administrations auront l'administration de la culture. Oui, mais c'est pas là que vous avez les gros effectifs. Voilà, difficile, hein, parce qu'on sent bien qu'il veut dire qu'il va faire des économies. D'ailleurs, c'est amusant cette phrase. On va stabiliser, donc on fera des économies. Alors, par rapport à quoi? Ça veut dire que finalement, il reste dans la tendance de Nicolas Sarkozy, et donc ce sera ça, les économies. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il préfère dire là où il va créer des postes que là où il va en supprimer. Comment vous trouvez qu'il s'en sort, là, Denis Bertrand, dans cet exercice pas facile, évidemment? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il procède déductivement. C'est-à-dire qu'il dit, déduisez vous-même la chose. Si j'en augmente là, eh bien, tous ceux pour lesquels je n'augmente pas, je réduis. Et vous trouvez que c'est habile alors? Je trouve qu'il y a un effet logique. Si vous voulez. Je crois que c'est simplement, il est très calme sur. D'accord, vous ne dites pas il est embarrassé. Moi, je ne dirais pas qu'il est embarrassé. Je dis qu'il a l'habileté, c'est en quelque sorte de construire la réponse sur une structure logique, déductive. C'est ce qu'il a voulu faire, oui, parce qu'on sent bien évidemment que c'est une question compliquée pour lui. En politique, c'est toujours compliqué d'annoncer qu'on va faire des suppressions d'effectifs. Alors le fait qu'il réponde aux journalistes en disant, eh bien, partout, dans tous les autres secteurs que je n'ai pas nommés, mais sans en faire de liste. Ça demande un gros effort aux téléspectateurs, parce que nous, on est là en train de chercher. Vous croyez que les téléspectateurs ne comprennent pas que quand on dit on augmentera les effectifs dans tel et tel endroit et on les diminuera ailleurs. Non, mais en plus, ici, des catégories très importantes, l'éducation, la sécurité, tout ça, c'est des l'éducation, il a chiffré exactement le nombre de postes qu'il allait créer. Non, je on dis a pas, l'impression qu'il entretient on peut avoir il entretient une ambiguïté qui est celle d'un candidat à la présidentielle. À ma connaissance, Nicolas Sarkozy annonce un fonctionnaire sur deux, le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux. Il ne dit pas dans quelle catégorie particulière il y aura des diminutions d'effectifs au-delà de cette règle. Lui, évidemment, donc, comme il veut à la fois créer des postes, on voit bien qu'il est dans un exercice pas facile. Quoi. Oui, bien sûr. Surtout que, alors là, pour le coup, c'est le cœur de sa base électorale. Oui, et donc c'est extrêmement compliqué pour lui d'envoyer des signaux négatifs à ces électeurs-là. Spécialiste de la communication, il s'en sort comme moi. Puis un petit mot de Julien Volprey. Ce que je trouve intéressant, c'est que plutôt que de nommer effectivement les administrations sur lesquelles il va y avoir des économies, il demande à travers le journaliste aux téléspectateurs, en gros, de le comprendre, et donc comme s'il était dans une relation, on va tous ensemble quelque part comprendre et que c'est plutôt là qu'il va falloir faire les économies. C'est-à-dire qu'il ne se met pas en position d'affronter directement ceux et celles qui le regardent, il se met en position de faire participer ceux et celles qui le regardent à la conclusion de sa démonstration, qui est que s'il s'agit d'un fonctionnaire des impôts, peut-être il va se dire, bah oui, ma corporation risque de souffrir. Ce qui est tout à fait différent que de dire, on va supprimer les inspecteurs des impôts. C'est intéressant d'avoir la comparaison avec Nicolas Sarkozy, parce qu'on imagine Nicolas Sarkozy aurait pu dire, alors certains pensent que je n'ai pas du tout supprimé là, d'autres pensent que je vais en garder là, mais pas du tout. On voit bien qu'il est dans une logique, pour le coup, rhétorique complètement différente, dans un exercice qui est, comme Nicolas Sarkozy, de vouloir tenir les deux bouts sur un sujet un peu complexe, non? C'est-à-dire qu'on est effectivement dans quelque chose qui est un petit peu plus inclusif. On a un Nicolas Sarkozy qui a tendance à pratiquer par méthode exclusive, c'est-à-dire à dire non et non, deux fois la double négation. Voilà, en quelque pour situer au milieu. Et François Hollande, c'est plutôt la double affirmation. Vous diriez pareil pour le mot de la fin? Oui, c'est bien le sujet. C'est que et d'ailleurs, chacun des candidats se positionne comme ça. Chacun revendique son positionnement finalement. Nicolas revendique le fait que c'est l'homme qui sait dire non, et François Hollande, l'homme qui dit oui, et avec les. Bon, enfin voilà. Donc non, je trouve que c'est en effet pas mal. Merci pour cette synthèse à tous les quatre. Merci pour votre analyse de ces discours parfois compliqués à comprendre des candidats. Merci à Marie Lebon qui s'est levée tôt, je vais dire très tôt aujourd'hui, pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laure Alice Hervé qui s'est couchée tard. Très tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les. Je vais devoir changer ma fin d'émission parce que. Non, c'est bien. Bah oui, mais. C'était bien que l'intervention. C'était très bien. Ça change de rythme. Pour l'habitude de l'émission, c'était un peu C'était un peu lassant.